Les porteurs du VIH qui s'ignorent. L'épidémie de sida à 30 ans, une épidémie qui ne s'est pas éteinte malheureusement. Les enquêtes montrent que de plus en plus de jeunes pensent que l'on en guérit, ce qui est totalement faux. Grâce aux médicaments, le sida est passé du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique, à condition d'avoir accès au traitement. Mais on n'en guérit jamais. Les messages invitant au dépistage ne sont pas entendus. Les séropositifs qui s'ignorent disséminent le virus, ce qui permet à l'épidémie de se maintenir à un niveau inquiétant. Une enquête de Yann-Olivier Wicht et Jean-Daniel Bonenblust. Je m'appelle Bertrand Cutta, j'ai 56 ans. J'ai appris ma séropositivité à l'âge de 25 ans. C'était une monstre baffe et mon système immunitaire s'est mis à flancher alors que j'avais pas 33 ans. Ça fait depuis ce moment-là que je suis en traitement. Je suis actuellement le plus ancien patient de Suisse, le patient de Suisse qui a la plus longue histoire avec ce virus encore vivant. Mais quel prix? C'est moi qui vous le dis. Le virus de l'immunodéficience humaine à peine identifié par la communauté scientifique, Bertrand Cutta découvrait sa séropositivité. Alors, depuis de nombreuses années, il témoigne. Comme ici, devant les élèves de l'école des métiers de Port-Entruy. L'expérience au service de la prévention. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même urgence qu'il y a 20 ans en arrière lorsque j'ai commencé d'intervenir dans les écoles. Il y a 20 ans en arrière, encore beaucoup de gens mouraient du sida. Dans le groupe que nous étions, une trentaine, quarantaine de personnes, on se voyait une fois par mois, d'un mois à l'autre. Il y avait toujours quelques bougies qui brûlaient sur la table, qui représentaient ceux qui étaient là la fois précédente et puis qui n'étaient plus là à l'assemblée qui se tenait, qui étaient décédés entre-temps. Alors maintenant, le niveau d'urgence a changé. Mais on est plutôt dans une banalisation de la maladie qui fait un peu peur. Aujourd'hui, cette banalisation est décriée par les infectiologues et les milieux proches de la prévention. Elle se traduit aussi par une réalité préoccupante. En Suisse, l'épidémie de VIH-Sida ne diminue plus. La peur généralisée qu'on a connue au début, elle a passé, heureusement aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie à négliger. Je pense que c'est une maladie qui a malgré tout encore des grandes conséquences aussi pour les individus et peut-être on arrive moins bien qu'au début de transmettre cette message aux gens qui prennent des risques et on doit dire certainement aussi des risques inutiles. Malgré des campagnes officielles à large spectre, comme No Regrets, le message de prévention patine. Je ne regrette rien. Oui. Ma frustration est qu'en 2016, on a encore des cas de sida, on a encore des diagnostics tardifs, on a encore des gens qui ont des rapports sexuels non protégés et qui ne connaissent pas leur statut sérologique, qui n'ont jamais été dépistés dans leur vie, alors que ça fait 15 ans qu'ils ont des rapports non protégés. Et ça, je pense que c'est un échec. Le VIH-Sida touche 20 000 personnes en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique concentre son action sur les groupes dits à risque. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les migrants. Les cliniciens, eux, préfèrent pointer les pratiques sexuelles à risque, une notion beaucoup plus large. Aujourd'hui encore, un porteur du virus sur 5 ignore qu'il est infecté. 20% des gens en Suisse ne connaissent pas l'existence de leur diagnostic, de leur infection par le VIH. On sait que c'est un chiffre qui est à peu près constant en Europe. Donc on a là effectivement un effort à faire, mais c'est l'effort le plus difficile parce que c'est justement pas des groupes qui se considèrent les plus à risque, puisque les groupes les plus à risque sont en général dépistés de manière assez efficace et efficiente. Et donc ces 20%, il faut trouver d'autres moyens de les approcher parce que ces gens-là probablement ne se sentent pas concernés. Les rapports sexuels non protégés concernent un grand nombre de personnes ici. Et souvent, lorsqu'elles sont infectées, elles disent « mais je ne faisais pas partie des groupes à risque ». Elles-mêmes le disent « je ne faisais pas partie des groupes à risque, donc pourquoi moi ?» Une étude de l'OFSP montre que chez les hétérosexuels, 61% des femmes et 30% des hommes sont contaminés par leur partenaire stable. La maladie fait donc régulièrement irruption au sein de couples qui se croyaient à l'abri. Dans les années 2000, au début, là j'ai eu une bronchopneumonie. Mais c'était ce qu'on appelle une maladie opportuniste suite à l'infection VIH. Puis quand je suis arrivée à la maison, je pense que s'il y avait eu un trou, puis que le sol s'effondrait sous moi, c'est à peu près ce que j'ai ressenti. Elle était dans une situation relativement grave. Donc le message qu'avait passé le médecin à ce moment-là, c'était « on va essayer de la récupérer ».
Avant de rencontrer son mari, Sophia avait eu une relation qui avait laissé planer un doute dans son esprit. Elle en informe Daniel, mais tous deux préfèrent oublier. La question du test de dépistage reste en suspens. Il y a quand même eu la peur qui a été assez présente assez longtemps, puis cette peur m'a poussé à pas faire le test. À me dire, et si je l'avais, et si, puis ça c'était plus fort que tout, et j'ai pas pu m'y résoudre. Je me suis dit, je vais bien, je suis en bonne santé, il n'y a pas de raison. Et le fait de pas savoir, de pas vouloir savoir, c'était aussi quelque chose qui était confortable. Effectivement, on sortait un petit peu de la population à risque, des homosexuels et puis des toxicomanes. Et puis je pense que comme elle avait peur, effectivement, je l'ai suivie dans cette forme de déni. L'attente aura laissé au virus le temps de se développer. Sophia et Daniel sont tous deux séropositifs. Quand on est la source de la contamination, même si, comment dire, on l'a pas fait exprès, bien sûr qu'on s'en veut. Et ça, c'est quelque chose qui me suivra à vie, je pense. Depuis, le couple est sous trithérapie, donc hors de danger. On a les moyens de dépister, de traiter les personnes afin qu'elles ne transmettent plus le virus. Donc est-ce qu'on veut mettre un peu plus d'efforts pour vraiment casser l'épidémie? Et le jour où on arrive à me dire qu'il y a 0 nouveau cas dans la population suisse, là ça sera un succès. Tant qu'il y a des nouveaux cas, plus que 500 nouveaux cas en Suisse, le problème n'est pas réglé. C'est quasiment 2 infections nouvelles par jour. Aujourd'hui, on estime que les porteurs du virus ignorant leur séropositivité sont à l'origine de plus de 60% des nouvelles infections. Le manque d'information, l'ignorance liée au VIH-Sida continue de frapper même ceux qui se testent régulièrement. J'avais commencé il y a de ça un petit peu plus d'une année de faire mon test annuel avec mon médecin de famille. Et malheureusement, il s'avère qu'une année, il a été positif. Vous aviez quel âge? J'avais 23 ans. Vous vous sentiez hors d'atteinte? Peut-être, à quelque part, du fait qu'on n'en parlait pas dans le milieu rural. J'étais un petit peu lâché comme ça dans le monde homosexuel. J'ai peut-être fait l'erreur, malheureusement, d'être mal informé, de ne pas m'être protégé, d'avoir fait mes propres choix, mes propres tests, avec des partenaires, avec des relations. Comment vous avez accueilli le diagnostic? Mal. Honnêtement, très mal. C'est quelque chose de très dur, très difficile. J'ai presque envie de dire que c'est comme un deuxième coming out. C'est même un peu plus fort parce que c'est quand même la santé, c'est quand même un état d'infection. Donc c'est le temps que vous compreniez ce qui vous arrive, le temps de recevoir un petit peu toutes les informations, d'être suivi au départ. C'est tout plein de questions qui vous passent par la tête. Se traiter contre le VIH coûte en moyenne 20 000 francs par an à l'assurance. Alexandre est sous trithérapie depuis 2011. Je vous présente une des contraintes de la maladie. Ce sont les médicaments que j'ai pris personnellement depuis le début de mon infection, depuis que j'ai commencé à être traité sous trithérapie. Pourquoi vous les collectionnez? Dans le but de montrer dans quelques années les quantités de médicaments à gérer. Que si on peut éviter tout ceci à notre corps, pourquoi pas ne se faire dépister? Surtout pour les personnes qui ne se savent pas séropositifs et puis qui contaminent. La gratuité est aussi un enjeu central pour les spécialistes de l'épidémie. À Lausanne, c'est 70 francs, dépistage anonyme. L'autre côté de la frontière, c'est 0 francs. Pour des jeunes, on a vu que ça a un impact majeur, puisque le 1er décembre 2015, nous avons effectué une action de dépistage gratuit sur 5 sites à Lausanne. En une journée, 823 tests effectués. C'est dire qu'en fait, la gratuité a un impact positif sur les jeunes qui voient un frein. Et plus que 700 d'entre eux disaient que le coût du dépistage anonyme était la raison pour laquelle ils ne l'avaient jamais fait. Et c'est le fait qu'on l'a mis gratuitement ce jour-là, c'était une occasion pour eux d'aller se faire dépister. On parle d'un test qu'on ne fait pas une fois dans sa vie, mais qu'on peut être amené à répéter. Et que c'est d'autant plus les groupes les plus à risque qui doivent répéter ce test le plus souvent. Et que si l'obstacle est le coût, il faut supprimer l'obstacle. Plusieurs associations proposent des tests de dépistage de manière totalement anonyme. Il y a aussi les consultations spécialisées, comme celle des HUG. Ici, le test coûte 55 francs, seuls les conseils sont offerts. Vous devez avoir respecté un délai de 3 mois entre la prise de risque et le test pour que la réponse de ce test soit fiable. C'est-à-dire qu'on puisse vous dire qu'il est négatif ou positif. On va avoir le résultat dans les 20 minutes. Nous, on est là pour finalement les conseiller et les accompagner autour de leur santé sexuelle. On n'est pas des jugeants. Ils font la pratique qu'ils ont envie avec qui ils veulent, avec les objets qu'ils veulent. Simplement, nous, on est très attachés à comment ils protègent le tout. Soyez rassurés, votre test est négatif. Vous pourrez le montrer à votre nouvelle compagne.
En France, il est possible de se faire tester anonymement et gratuitement. Des autotests de dépistage, donc à faire soi-même, sont également en vente libre depuis septembre dernier. Dans cette pharmacie proche de la frontière, la moitié de la clientèle est suisse. Nous, on calcule à peu près un autotest par jour. Ce qui est intéressant, c'est de voir les types de catégories de personnes qui nous le demandent et qui sont en fait très diverses. Pas forcément des populations cibles ou ciblées comme telles à risque. On va trouver des jeunes qui vont poser des questions, on va trouver des mères de famille, on va trouver des personnes plus âgées, mais certaines personnes qui se posent des questions par rapport à leur propre état. L'autotest coûte 30 €. Les conseils sur la manière de procéder sont donnés sur place. L'autotest, le propre de l'autotest, en fait, c'est un appel à la responsabilisation des gens et quelque part leur participation dans cette recherche. Donc après, on ne maîtrise pas la façon dont la personne va le faire. On ne peut que l'accompagner, la rassurer, lui expliquer, la conseiller. Si le résultat est positif. Là aussi, le coût est une barrière. Une récente enquête auprès de 1000 personnes a révélé que 75% des sondés estiment que ces autotests devraient coûter moins de 10 €. À Berne, on observe, mais on reste sur la réserve. Il y a quand même aussi des raisonnements qui disent que ces autotests, ça pourrait être le contraire. Hein. Si quelqu'un se teste pour après pas se protéger, ça peut être dangereux parce qu'il peut faire le test dans un trou où on peut pas détecter le virus et il peut quand même le transmettre. C'est une des raisons pour qu'on dit on regarde. Et c'est vrai, en Suisse, si on voudrait autoriser les autotests, il faudrait quand même aussi adapter la loi, quelque chose qu'on fait pas comme ça, sans qu'on a vraiment des bonnes raisons pour le faire. En matière d'encouragement au dépistage, l'OFSP a préféré lancer une campagne générale contre la primo-infection. Une campagne qui s'adresse également aux médecins qui manquent encore beaucoup d'opportunités de dépistage. En cas de symptômes grippaux après un rapport non protégé, parlez du VIH à votre médecin. Aujourd'hui, une autre stratégie est développée pour juguler l'épidémie. Son nom, le Truvada, ou PrEP, une prophylaxie pré-exposition. Il s'agit d'un médicament préventif destiné exclusivement aux séronégatifs qui veulent éviter de se faire contaminer. Testé à large échelle aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, la PrEP est aujourd'hui accessible et remboursée par la Sécurité sociale française. La PrEP vient vraiment comme un complément. On voit bien aujourd'hui, après plus de 30 ans d'épidémie de VIH, que le préservatif, qui est un outil très efficace, n'est pas suffisant. Les personnes nous rapportent des problèmes pour négocier l'utilisation du préservatif. Ça peut être parfois des dysfonctionnements érectiles, ça peut être... voilà. Il y a des raisons pour lesquelles le préservatif ne suffit pas. Donc on a besoin d'une palette de prévention, on a besoin d'une diversité d'outils, de stratégies pour prévenir un risque d'infection. On est dans une démarche vraiment positive de santé quand on souhaite recourir à la PrEP. Participant à l'étude française qui a permis de lancer la PrEP, Michael l'utilise depuis 2 ans. On prend un comprimé 2 heures minimum avant un rapport, et ensuite on prend un autre comprimé 24 heures après, et un autre 24 heures après. Après, c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont, on va dire, on va avoir beaucoup plus de rapports sexuels, donc ça va être plutôt quotidiennement. On prend la PrEP pour pouvoir justement se protéger au cas où il y a infidélité ou rupture de préservatif, pouvoir se sentir mieux dans un couple. J'ai trouvé bien cette petite affiche. Ne pas avoir angoissé après un rapport sexuel. Donc on a un suivi, on voit un médecin, il y a des bilans qui sont faits, des bilans sanguins qui sont faits, des bilans IST tous les 2 mois. C'est pas juste une prescription en fait, c'est pas juste aller chercher une boîte de médicaments dans une pharmacie. En Suisse, la PrEP est aujourd'hui recommandée pour une portion très restreinte de la population. Les personnes séronégatives ayant des rapports sexuels à risque avec de nombreux partenaires. Je pense qu'on a été un peu frileux sur les indications de la PrEP, mais ce que je vois de positif, c'est qu'il y a eu un positionnement qui a été pris. Ça, c'était important de dire que oui, en Suisse aussi, les personnes qui en ont besoin pourront avoir accès à cette prescription et que des centres universitaires comme le nôtre à Genève seront prêts à prescrire cette PrEP aux personnes qui en satisferont les critères. La PrEP ne sera pas remboursée. Elle coûte 900 francs par mois.
Comme pour tout ce qui touche à la prévention, il faudra payer. Un obstacle de plus dans la lutte contre le VIH. L'ONU-SIDA a pour objectif d'offrir un traitement efficace à au moins 90% des séropositifs dans le monde d'ici 2020. Un objectif qui a été ratifié par de nombreux pays, mais pas par la Suisse. La Suisse qui n'est d'ailleurs pas particulièrement bon élève dans la maîtrise de l'épidémie. La population, elle, semble pourtant réceptive à la prévention. Une enquête réalisée par le CHUV indique que 70% des patients seraient prêts à passer un test de dépistage avant une intervention chirurgicale, un test qui n'est pas proposé systématiquement pour l'instant. En comparaison européenne, la Suisse est très en retard dans tous les domaines de la prévention, y compris celui du VIH-Sida. Aujourd'hui, une question reste en suspens. Est-ce que l'on parviendra un jour à éradiquer totalement cette épidémie, comme on a réussi à le faire pour la variole? C'est en tout cas l'espoir de nombreuses équipes de recherche à travers la planète. La recherche contre le sida occupe de nombreuses équipes dans le monde. Au CHUV, une vingtaine de chercheurs collaborent avec le professeur Giuseppe Pantaleo pour trouver une parade à ce virus, pas comme les autres. Une particularité unique de ce virus, c'est de muter tout le temps. Et puis l'autre problème principal qui est unique de ce virus, il va directement au cœur du système immunitaire. Il se concentre, il se divise dans les organes lymphoïdes secondaires, qui normalement c'est les lieux où il y a la génération de réponse immunitaire. Et puis les systèmes immunitaires, ils essaient de rattraper, mais à la fin, la bataille est perdue si les virus ils continuent à se diviser. La stratégie mise sur le développement d'anticorps très puissants, capables de neutraliser le virus. Tous les patients qui sont infectés avec HIV, après 6 mois, une année de l'infection, développent des anticorps neutralisants contre les propres virus. Okay? Mais les anticorps de quoi on parle, c'est des anticorps qui sont capables de neutraliser pratiquement la totalité des souches virales connues. Ces super anticorps neutralisants sont produits par moins de 5% des patients. Ils auraient un taux d'efficacité de 92%. But recherché par l'équipe du professeur Pantaleo, cloner et reproduire ces anticorps afin de les administrer sous forme de traitement. On a 2 aspects de l'utilisation. D'un côté, l'anticorps potentiellement efficace dans la prévention. Donc, on peut imaginer que dans des populations à haut risque, dans cette population, ils peuvent être traités avec, disons, recevoir cet anticorps qui peut les protéger. De l'autre côté, on prévoit aussi la possibilité d'utiliser les anticorps, disons, comme alternative à la thérapie antivirale. Donc, il est bien possible que dans un patient, on arrête la thérapie antivirale et on la remplace avec des anticorps. Remplacer la trithérapie par des anticorps neutralisants. Cette solution aurait l'avantage de ne produire aucun effet secondaire. Ici, l'enjeu, ce n'est pas d'éradiquer, parce que ça va être très difficile, mais plutôt de développer des conditions dans lesquelles le système immunitaire sera capable de contrôler tout seul en absence d'une thérapie, disons, à long terme. De l'autre côté, dans une perspective préventive, le traitement serait administré sous forme de vaccin. Une étude d'efficacité de phase 3 va démarrer cette année encore. Autre axe de recherche en France, l'étude des patients contrôleurs du virus. Marie-Claude a été infectée il y a 27 ans. Elle n'a jamais pris un seul médicament contre le VIH et n'est pas contagieuse. À ce titre, elle fait partie d'une élite, moins de 1% de la population mondiale. Et elle a beaucoup de mal à y croire. Quand je faisais l'amour avec mon mari, je pleurais. Lui, il faisait l'amour, moi je pleurais. Je me disais, oh, mon Dieu, je suis en train de tuer. On s'est jamais protégé, parce que quand au début j'ai voulu qu'on se protège, il n'a pas voulu. Mais il est toujours séronégatif, il a rien. Et que quelques années après, j'ai compris que mon corps a développé, mon organisme a développé quelque chose qui fait barrage au virus. Comment mon corps a créé ça? Je ne le sais pas. Les contrôleurs du virus sont étudiés par le professeur Olivier Lambotte. En France, 270 patients ayant les caractéristiques de Marie-Claude sont suivis au sein d'une cohorte depuis 2011. Les patients HIV contrôleurs sont très importants pour la recherche parce qu'ils sont la preuve que, au niveau de l'espèce humaine, des individus sont capables de résister, de survivre à un virus qui est mortel pour la grande majorité de la population. Cela montre que si on arrive à comprendre
comment ces patients ont été capables de contrôler le virus. Cela laisse un grand espoir pour la recherche vaccinale parce que cela permet, on peut espérer, transposer chez des personnes qui ne sont pas contrôleurs les mécanismes de contrôle efficace et donc permettre soit à des personnes de ne pas être infectées, c'est du vaccin préventif, soit à des personnes qui sont déjà sous traitement de pouvoir arrêter leur traitement et ça c'est du vaccin thérapeutique. Là, ce ne sont pas les anticorps, mais certains lymphocytes en charge de l'immunité qui sont au centre de la recherche. On sait actuellement, sur ce qui a été le mieux décrit, que chez les patients contrôleurs, les lymphocytes CD8, qui sont des cellules tueuses qui vont aller éliminer des cellules infectées par des virus, par exemple, marchent particulièrement bien et sont capables de tuer très efficacement, très vite, les lymphocytes T4 infectés par le VIH, les lymphocytes T4 étant la cible principale du VIH. Donc les lymphocytes T8 sont capables de reconnaître très rapidement les CD4 infectés et de les éliminer. Chose qui n'existe pas, en tout cas qui n'existe que mal, on va dire, chez les patients infectés par le VIH, entre guillemets, standard. Lymphocytes tueurs, anticorps neutralisants, des stratégies visant une rémission chez les personnes atteintes du VIH. Les espoirs sont grands. À ce jour, 37 millions de personnes sont infectées dans le monde. Seuls 4 sur 10 reçoivent un traitement. À l'échelle de la planète, le VIH-Sida tue aujourd'hui encore 1,5 million de personnes chaque année. La lutte contre ce redoutable virus est donc loin d'être terminée. Passer des essais cliniques à la mise à disposition de nouveaux traitements va prendre des années et il faudra, pour que ça ait un sens, que ces thérapies soient accessibles à tous, en particulier dans les pays subsahariens qui sont les plus touchés. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, nous avons le plaisir de vous annoncer que le bébé de Laetitia, la jeune femme filmée dans le reportage, est né depuis la fin de ce tournage. Il s'appelle Gaspard, il se porte très bien et nous lui souhaitons le meilleur ainsi qu'à ses parents. Et nous espérons que vous aussi, vous vous portez bien.